Donc, on traite le deuxième chapitre, champ et potentiel électrostatique. Donc, on traite dans ce chapitre les phénomènes d'électrisation, la loi de Coulomb, le principe de superposition, le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle, créé par un ensemble de charges ponctuelles discrètes et par une distribution continue de charges, puis on traite les propriétés de symétrie de ce champ. Finalement, on traite le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle, créé par un ensemble de charges ponctuelles discrètes et par une distribution continue de charges. Donc, les phénomènes d'électrisation se manifestent dans diverses situations. La foudre, donc un bâton frotté par un tissu peut attirer des morceaux de papier. La touche d'une carcasse métallique d'une voiture ayant roulé. Donc la charge électrique peut être négative ou positive. La charge d'un électron est négative. Elle est égale à moins E, avec E est égal à 1,6 10 moins 19. La charge d'un proton est positive, est égale à E. Par contre, le neutron n'est pas chargé électriquement, sa charge est égale à 0. Donc, on considère deux charges électriques ponctuelles, Q1, Q2, placées en P1, P2. P1, P2 est la distance entre les deux charges, avec le vecteur unitaire U12 est orienté de P1 vers P2. Par définition, le vecteur unitaire U12 est égal au vecteur P1, P2 sur la distance P1, P2. La charge Q1 exerce une force sur la charge Q2. Donc, cette force F1 flèche 2 est égale Q1 fois Q2 divisé par R au carré, c'est la distance entre les deux charges, fois le vecteur unitaire U12 fois une constante est égale 1 sur 4 pi epsilon 0. Cette constante est égale 9 fois 10 exposant 9, avec epsilon 0 c'est la permittivité du vide. On veut tracer la force électrostatique F1 flèche 2. On considère que les deux charges sont positives, donc ce terme-là est positif. Donc on obtient la force est dirigée selon le vecteur unitaire U1, 2. On trace la force. Donc cette force subie par la charge Q2 de la part de la charge Q1. Donc pour la force F2 flèche 1 subie par la charge Q1 de la part de la charge Q2 est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 fois Q2 sur la distance au carré entre les deux charges fois le vecteur unitaire dirigé de P2 vers P1. Donc ici, on a tracé le vecteur unitaire U de 1. Maintenant, on veut tracer la force F de flèche 1. Donc, on considère que les deux charges sont de même signe. Donc, de telle sorte, ce terme-là est positif. Donc, la force a même sens que U de 1. On a tracé cette force F2 flèche 1. Maintenant, on considère deux charges de signe opposé. Donc, ici, Q1 est une charge positive, Q2 est une charge négative.
Donc, ce terme-là est négatif. Donc, la force est opposée au vecteur unitaire U1, 2. On trace la force. La force F de 1 est opposée au vecteur unitaire U2 et 2 charges. On peut dire si on a deux charges de même signe, donc elles se repoussent. Si on a deux charges de signe contraire, elles s'attirent. Donc on considère trois charges, donc Q1, Q2, Q0, placées en P1, P2 et M. Donc la charge Q0 subit deux forces. La première force de la part de la charge Q1, donc on trace cette force-là. Donc la charge Q0 subit une autre force de la part de la charge Q2. Donc on trace cette force-là. Puis on applique la somme vectorielle de deux vecteurs et on trace la force totale. Donc la force F totale est égale à la force F1 plus la force F2. On rajoute une troisième charge Q3 placée en P3. La charge Q0 subit une troisième force F3 de la part de la charge Q3. Pour déterminer la force totale subie par la charge Q0 en M en présence de ces trois charges, on fait la somme vectorielle de F1 et F2. On obtient ce vecteur, puis on fait la somme vectorielle de ces deux vecteurs-là. Finalement, on obtient la force totale. Cette force est exercée sur la charge Q0 par la charge Q1, Q2 et Q3. La force totale F est égale à F1 plus F2 plus F3. Je remplace chaque force par son expression. Je peux écrire cette expression sous cette forme-là. Est égale 1 sur 4 pi epsilon 0, la somme de i de 1 à n est égale à 3. Q0 fois QI sur la distance PIM au carré fois le vecteur unitaire UPIM. Donc, si on a n charges en présence, donc je peux écrire la force sous cette forme-là. On considère deux charges électriques ponctuelles positives, Q, Q0, placées en P et M. La charge Q exerce une force sur la charge Q0. La force F subie par la charge Q0 de la part de la charge Q est égale Q0 fois Q sur la distance PM au carré fois une constante est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois le vecteur unitaire UPM. Le vecteur unitaire UPM est dirigé de P vers M. Pour tracer la force électrostatique, on a les deux charges Q et Q0, deux charges positives.
Donc, la force aura le même sens que UPM. Donc, on a tracé cette force. Donc, cette force traduit l'action de la charge Q sur la charge Q0. Si je divise la force par Q0, toujours j'obtiens un vecteur. Donc, c'est un champ vecteur qui traduit l'action de la charge Q en tout point de l'espace indépendamment de la charge Q0. Donc, ce champ vecteur, ça représente le champ électrostatique E qui s'exprime en volts par mètre. Donc, le champ électrostatique créé par la charge Q en tout point M de l'espace est égal à Q sur la distance PM au carré fois une constante est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois le vecteur unitaire UPM. Donc, je change la position du point M et je trace le champ électrique E créé par la charge Q. On place maintenant la charge au centre du repère de coordonnées sphériques. Cette charge-là, elle crée un champ en tout point de l'espace. Le champ E en M est égal à Q sur la distance au carré entre le point source et le point de mesure, fois une constante est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, fois le vecteur unitaire UR, avec UR est égal au vecteur OM sur la distance OM. Maintenant, on veut tracer le champ E. Donc, on a une charge positive. Donc, ce terme-là est positif. Donc, le E aura le même sens que le vecteur unitaire UR. On trace le champ E au point M. Pour des différentes positions du point M, en fixant le rayon, le champ électrique garde la même intensité. On augmente le rayon pour tracer le champ électrique. On remarque que plus le rayon est grand, plus l'intensité du champ électrique est moins importante, car on divise par R au carré. On trace le champ électrique pour tout point M appartient à ce contour. Donc, on a dit que la charge Q crée un champ électrique en tout point de l'espace. Je place une charge Q0 ici. Donc, la charge Q exerce une force sur la charge Q0. Cette force-là est égale Q0 fois E. Puisque la charge Q0 est positive, donc la force est orientée de même sens que E. Donc, pareil, cette charge-là, elle exerce une force sur la charge Q0, puisque la charge Q0 est négative. Donc, la force est opposée au vecteur E. Au lieu de prendre une charge positive, on prend une charge négative. On fixe le rayon pour déterminer le champ électrique au point M. On commence à tracer le vecteur unitaire UR. La charge est négative, donc le champ électrique est opposé au vecteur unitaire UR. Donc je fixe le rayon, mais je change la position du point M et je trace le champ électrique. Plus le rayon est grand, plus l'intensité du champ électrique est moins importante. Le seul changement par rapport à une charge positive que le champ électrique est opposé au vecteur unitaire UR. Donc, on a déterminé le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Maintenant, on veut déterminer le champ électrostatique créé par des charges ponctuelles
discrète. Déjà, on a déterminé la force subie par la charge Q0 en présence de n forces en appliquant le principe de superposition. Donc, je divise chaque force par Q0, j'obtiens les champs électriques E1, E2, En. Puis on applique la somme vectorielle de ces vecteurs, je trouve le champ E total. Donc le champ E total est égal à la force totale sur Q0. On a l'expression de la force totale. Je la divise par Q0, j'obtiens l'expression du champ électrique créé par les n charges. Dans le cas d'une distribution continue de charge, il y a trois types de distribution. Il y a le cas d'une distribution linéique, surfacique et volumique. Je commence par la distribution linéique. La ligne C possède une densité de charge linéique lambda. Son unité c'est coulomb par mètre. L'élément dl entourant le point P porte la charge dQ est égale lambda dl. La charge totale le long de cette courbe-là est égale l'intégrale de dQ est égale l'intégrale de lambda dl. Si la distribution est uniforme, donc lambda est égal à une constante, donc Q est égal lambda l'intégrale de dl. Donc, dans le cas d'une distribution surfacique, cette surface S chargée possède une densité de charge surfacique sigma. Son unité c'est coulomb par mètre carré. Cet élément de surface ds entourant le point P porte la charge dQ est égale à sigma ds. La charge totale sur la surface S est égale à double intégrale dQ est égale double intégrale sigma ds. Si la distribution est uniforme, donc sigma est égal à une constante, donc Q est égal sigma double intégrale ds. Pour le cas d'une distribution volumique, le volume V possède une densité de charge volumique ρ en coulomb par mètre au cube. L'élément de volume dτ entourant le point P porte la charge dQ est égale à ρ fois dτ. La charge totale dans le volume V est égale triple intégrale ρ fois dτ. Si la distribution est uniforme, ρ est égal à une constante, donc Q est égal ρ fois triple intégrale dτ. Donc maintenant, on veut déterminer le champ électrostatique créé par une distribution continue de charge. Le champ élémentaire créé en M par la charge dQ placée en P est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 dQ sur Pm au carré fois le vecteur unitaire UPM. Donc, on commence par la distribution linéique. On a dit que l'élément dl porte la charge dQ est égale à lambda dl. Donc, cette charge élémentaire dQ, elle crée un champ électrique au point M, DEM. Donc, on a l'expression de DE. Donc, il suffit de remplacer dQ par lambda dl. Donc, chaque élément, il crée un champ élémentaire au point M. Le champ total créé par toute cette distribution est égal à l'intégrale de cette expression.
Pour le cas d'une distribution surfacique, l'élément surface ds porte la charge dq est égal sigma fois ds. Chaque élément de surface ds chargé, il crée un champ élémentaire dE. Pour déterminer ce champ élémentaire, on prend cette expression et on remplace dq par sigma fois ds. Pour calculer le champ total créé par toute la distribution, j'applique à cette expression une double intégrale. Donc, pour le cas d'une distribution volumique, le volume élémentaire d'étau porte la charge dQ est égale ρ fois d'étau. Chaque élément de volume d'étau chargé, il crée en M un champ électrique dE. Pour déterminer ce champ électrique, on prend l'expression de dE et on remplace dQ par ρ fois d'étau. Pour calculer le champ total créé par toute cette distribution, on applique à cette expression une triple intégrale. Maintenant, on va traiter les propriétés de symétrie du champ électrique. Donc, ces propriétés de symétrie nous indiquent une information sur la direction du champ électrique. On commence par le principe de Curie. C'est quoi le principe de Curie? Les propriétés de symétrie des causes se trouvent dans les effets. C'est quoi les causes? Ce sont les sources du champ électrique. Les effets, c'est le champ électrique. Si on a deux sources symétriques, donc les champs aussi sont symétriques. Soit P, P' symétrique par rapport au plan pi, je place même charge en P et en P'. Donc, ce plan-là est un plan de symétrie. On prend maintenant le point M appartient à ce plan de symétrie. Donc, cette charge-là en P crée un champ électrique en M. Pareil, la charge en P', elle crée ce champ électrique en M. La somme vectorielle de ces deux champs, ça donne ce champ électrique qui contient le plan de symétrie. Pareil, si on prend un volume chargé, les éléments de volume placés en P et en P', ils vont créer un champ total dE en M. Ce champ élémentaire, il est parallèle à ce plan de symétrie π. Donc, on peut dire pour tout point M appartient au plan π, plan de symétrie, alors E est parallèle à ce plan. Soit M, M', symétrique par rapport à π. La charge placée en P crée un champ électrique en M. Pareil, la charge P' crée un champ électrique en M. Donc, ce champ-là est plus important puisque cette distance est plus petite. Donc, la somme vectorielle de ces deux vecteurs, ça donne le champ E en M. Pareil, cette charge-là, elle crée en M' un champ électrique. La charge placée en P', elle crée en M' un champ électrique. La somme vectorielle des deux vecteurs, ça donne le champ E en M'. Donc, pour le couple de points M, M' symétrique, on aura le champ en M' et le symétrique de E en M. Pareil, si on prend un volume chargé. Soit P', symétrique par rapport au plan pi étoile.
On a deux charges de signes opposés, en P et P', donc ce plan est un plan d'antisymétrie. On place le point M au plan d'antisymétrie. La charge en P crée un champ électrique. La charge en P', elle crée un champ électrique, mais dans le sens contraire que tout à l'heure, puisque c'est une charge négative. La somme vectorielle de deux vecteurs, ça donne ce champ électrique qui est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Pareil pour un volume chargé. Donc on peut dire pour tout point M appartient au plan d'antisymétrie, alors le champ électrique est perpendiculaire à ce plan. Soit M' symétrique au plan π étoile, la charge en P crée en M un champ électrique, la charge en P' crée un champ électrique en M, mais dans le sens contraire puisque c'est une charge négative. La somme vectorielle de deux vecteurs, ça donne le champ EM. La charge en P crée en M' un champ électrique. La charge en P' crée un champ électrique, mais dans le sens contraire. La somme vectorielle de ces deux vecteurs, ça donne le vecteur E en M'. Donc pour le couple de points M, M' symétrique par rapport au plan π étoile, on aura le champ E en M' et l'opposé du symétrique de champ E en M. Pareil pour le cas d'un volume chargé. Donc on va faire deux remarques. On commence par la première remarque. On va considérer un plan chargé. Donc ce plan π, c'est le plan de symétrie. On trace le deuxième plan de symétrie, π'I'. Donc cette droite commune, ça représente l'intersection de deux plans. Si le point M appartient à deux plans de symétrie de charge, alors E est suivant la droite commune aux deux plans. Donc on passe vers la deuxième remarque. On prend un disque chargé. Donc cet axe est un axe de symétrie. Si le point M appartient à cet axe de symétrie des charges, alors E est suivant cet axe. Donc, pour l'utilisation des propriétés de symétrie, ça donne une information sur la direction du champ électrique. Pour l'utilisation des invariances, ça donne une information sur la dépendance du champ électrique. La distribution de charge est invariante, c'est-à-dire la densité de charge reste inchangée lorsqu'on passe d'un point M à un point M'. Je considère que ce volume est chargé. Je translate le plan π selon l'axe OZ. Donc, on constate que la distribution de charge reste inchangée par translation selon l'axe OZ. Donc, le champ ne dépend pas de la variable Z. Donc, je prends un autre exemple. On considère que ce volume est chargé. Donc, on fait tourner le plan π autour de l'axe OZ. On constate que la distribution de charge est invariante par rotation autour de l'axe OZ. Donc, le champ E ne dépend pas de la variable θ.
On prend un troisième exemple. On considère un cylindre infini chargé. On prend un plan et on le translate selon l'axe Z', puis on prend un autre plan et on le fait tourner autour de l'axe Z'. Donc on constate que la distribution de charge est invariante par rotation autour de l'axe Z', et invariante par translation selon l'axe Z'. Donc, le champ électrique ne dépend ni de θ ni de Z. Donc, dans la première partie, on a déterminé le champ électrostatique. Dans cette partie, on va déterminer le potentiel électrostatique. On commence par le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle. Déjà, on a déterminé l'expression du champ électrique créé par une charge immobile au centre O du repère de coordonnées sphériques. Donc, on a dit que la charge Q placée en haut crée un champ électrique en tout point de l'espace. Donc, la circulation élémentaire DC du champ E correspondant à un déplacement dl du point M sur la courbe AB est E scalaire dl. E est égal Q sur 4pi epsilon 0 r au carré selon UR. dl, ça représente le vecteur de déplacement en coordonnées sphériques. Donc on obtient Q sur 4pi epsilon 0 dr sur r au carré, avec dr sur r au carré est égal moins d de 1 sur r, puisque la dérivée de 1 sur r est égale moins 1 sur r au carré. On remplace dr sur r au carré par moins d de 1 sur r, on obtient moins q sur 4pi epsilon 0 d de 1 sur r. Donc q sur 4pi epsilon 0, ce terme-là est constant, je peux le mettre ici. Donc j'obtiens moins d de q sur 4pi epsilon 0 fois 1 sur r. La circulation élémentaire est l'opposé de la différentielle d'une fonction, cette fonction appelée le potentiel électrostatique. On détermine le potentiel électrostatique créé par une charge à partir de cette expression. Donc le potentiel est égal à Q sur 4pi epsilon 0 r plus une constante. Le potentiel s'exprime en volts. Donc si r tend vers l'infini, s'il n'existe pas des charges à l'infini, le potentiel tend vers 0. Donc la constante est égale à 0. Donc maintenant, on détermine le potentiel électrostatique créé par des charges ponctuelles discrètes. D'abord, on considère n charges placées en P1, P2 jusqu'au Pn. Chaque charge crée un potentiel électrostatique au point M. Le potentiel total en M est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. La somme de I est égale à 1 à N. QI sur la distance PIM. On détermine le potentiel électrostatique créé par une distribution continue de charge. Le potentiel électrique élémentaire créé en M par la charge dQ placée en P est égal dQ sur 4pi epsilon 0 fois la distance PM. Donc, dans le cas d'une distribution linéique, l'élément dl porte la charge dQ est égal lambda dl. Donc, chaque élément chargé crée un potentiel élémentaire. Donc, pour déterminer ce potentiel élémentaire, on prend cette expression et on remplace dQ
par lambda dl. Donc, pour calculer le potentiel créé par toute la distribution, on prend cette expression et on applique une seule intégrale. Pour le cas d'une distribution surfacique, l'élément ds porte la charge dq est égale sigma fois ds. Chaque élément de surface chargé crée un potentiel élémentaire. Pour déterminer ce potentiel élémentaire, on prend cette expression et on remplace dq par sigma ds. Pour déterminer le potentiel total créé par toute la distribution au point M, j'applique à cette expression une double intégrale. Pour le cas d'une distribution volumique, l'élément de volume d taux porte une charge dq est égale ρ fois d taux. Chaque élément chargé crée un potentiel élémentaire au point M. Pour déterminer ce potentiel élémentaire, je prends cette expression et je remplace dq par ρ fois d taux. Donc, pour déterminer le potentiel électrostatique créé par toute la distribution, j'applique à cette expression une triple intégrale. Donc, à partir de la circulation élémentaire du champ électrique, on peut écrire dV est égal moins E scalaire dl. À partir de cette expression, on peut trouver une relation entre le champ et le potentiel. On commence par la relation locale. E est égal moins grade V. Le gradient est un opérateur et défini en coordonnées cartésiennes. Grade V est égal la dérivée partielle de V par rapport à UX plus la dérivée partielle de V par rapport à UY plus la dérivée partielle de V par rapport à UZ. En coordonnées sphériques ou cylindriques, si le potentiel ne dépend que de R, le gradient de V est égal dV sur dr selon UR. Donc la circulation de E le long d'un contour AB est donnée par cette expression. Donc cette circulation ne dépend pas du trajet suivi pour aller de A vers B. En conséquence, la circulation de E est nulle le long d'un contour fermé. Le champ E est un champ de vecteurs à circulation conservative. Donc, les lignes en bleu, ça représente les surfaces équipotentielles. À chaque surface équipotentielle, le potentiel V est égal à une constante. Pour les lignes rouges, ce sont les lignes de champ où le champ électrique est tangentiel à ces lignes-là.